Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde, pour cette deuxième journée de la deuxième édition du Salon TechScare France. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous nous entendez là-bas un petit peu plus loin, installez-vous. Je suis ravie de vous accueillir donc, pour cette table ronde qui est consacrée à un sujet qui prend une importance grandissante dans vos métiers. Le référentiel RSE, la RSE bien sûr d'une manière générale, un outil clé pour structurer, valoriser et faire progresser ses engagements. Dans un contexte où les attentes sociétales et environnementales s'intensifient, les blanchisseries industrielles sont de plus en plus nombreuses à vouloir donner du sens à leurs actions, à structurer leurs engagements et à les rendre visibles. Le référentiel RSE est un formidable levier pour cela. Il permet d'abord de structurer sa démarche, de savoir où on en est, où on veut aller, comment y parvenir. Il permet ensuite de mesurer ses progrès, d'impliquer l'ensemble des équipes dans une dynamique d'amélioration continue. Et enfin, il permet de valoriser concrètement ses engagements auprès de ses clients, de ses partenaires et de toutes les parties prenantes. Côté client, ce référentiel devient également un repère essentiel, un outil de confiance qui leur permet d'identifier des prestataires réellement engagés, de s'assurer que leurs propres exigences en matière de RSE trouvent un écho sur le terrain. Et donc nous allons parler aujourd'hui de manière très pragmatique. Quels sont ces engagements? Comment sont-ils décrits dans ce référentiel RSE? Comment sont-ils mis en œuvre concrètement dans les entreprises? Et surtout, quelles sont les attentes des clients et des parties prenantes en la matière? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Chochani, le président du GEST, le groupement des entreprises industrielles des services textiles. Je vais suivre l'ordre comme ça. Éric Jousset, responsable des achats textiles pour la blanchisserie de Paris. Marc Drezen, le coprésident de l'URBH, Union responsable des blanchisseries hospitalières. Et Philippe Vacher, le directeur général de l'agence Lucie, spécialiste de l'accompagnement et de la labellisation RSE. Donc ensemble, on va voir tous les points que je viens d'évoquer et comment le référentiel RSE peut devenir non pas une contrainte supplémentaire, mais bien un levier de performance, de crédibilité, de confiance, à la fois pour les entreprises du secteur et pour leurs clients. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui et merci à vous pour votre bienveillance et votre écoute. J'espère que cette table ronde sera aussi inspirante que concrète. Pour démarrer, donc une question à vous tous. Pourquoi la RSE est-elle devenue un enjeu incontournable dans le secteur de la blanchisserie industrielle? Qui veut prendre la parole en premier? Allez, Éric. Je vais commencer simplement parce que ça devient une responsabilité d'entreprise. On est dans un environnement où on traite du linge au quotidien dans des quantités qui sont très très importantes. On utilise des produits chimiques, on utilise de l'eau, on utilise beaucoup d'énergie. Donc on est, si on écoute un petit peu les informations, tout ce qui se passe autour de nous, on est exactement dans la cible des entreprises sur lesquelles il faut progresser, sur tous les aspects de consommation des produits dont je viens de parler. Fabrice ? Si je peux compléter, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. C'est également, pour les membres du GEST, c'est au cœur de notre même business model, la circularité du textile. On s'inscrit clairement en opposition par rapport à ce qu'on peut entendre sur le fast fashion, etc. Donc, on va dire, avant même que les termes de RSE existent, c'était déjà au cœur du business model. Après, il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup de choses à faire pour l'améliorer, comme tu l'as dit, que ce soit sur l'énergie, également sur la partie sociale et puis évidemment sur la partie gouvernance. On en reparlera probablement après. Tout à fait. Marc ? Avec l'arrivée des nouvelles générations dans les blanchisseries, on a besoin de stabilité des effectifs et donc du coup de donner aussi un sens au travail. Et donc on a une grande demande de l'impact environnemental des blanchisseries et de donner du sens derrière. Donc la RSE, les nouvelles normes nous permettent derrière de traduire ce qui est mis en œuvre techniquement, quoi. Et donc de traduire auprès des équipes. Philippe ? Pour conclure, moi, puisque je suis moins spécialiste de la blanchisserie que vous, bien sûr, la RSE, c'est un fondamental et c'est un indispensable de toutes les industries, de toutes les entreprises de demain. Pourquoi ? Parce qu'on parle du social, du sociétal et de l'environnement. Et plus spécifiquement dans le domaine de la blanchisserie, vous avez en effet des consommations d'énergie, d'eau, de polluants, donc il y a des vrais enjeux. Vous avez des enjeux sociétaux et clairs avec
des populations, enfin des personnes, des collaborateurs à recruter, donc une image de la profession qui n'est pas forcément les plus faciles, de ce que j'ai lu, et même si c'est un cas qu'on voit dans beaucoup de domaines d'activité. Donc les enjeux concernent toutes les entreprises, parce que demain, il y a une demande des clients, il y a des risques réels réglementaires à beaucoup de niveaux. Demain, une pénurie d'eau dans une zone à fort taux de tourisme, comment on fait ? Voilà. Si on bloque l'approvisionnement d'eau parce qu'il y a des pénuries d'eau, donc il y a des vrais enjeux, des vrais risques. Très bien. Philippe, je vais rester avec vous du coup sur justement quels sont aujourd'hui les grands axes couverts par un référentiel RSE, puisque pour le coup c'est bien votre spécialité. Oui, tout à fait. Alors un référentiel RSE, donc aujourd'hui sur le marché, donc il y a, au niveau international, il y a une norme qui s'appelle l'ISO 26000, qui est un petit peu la norme de référence qui traite de l'ensemble des enjeux RSE. Alors, parfois, quand on parle de RSE, justement, les personnes pensent essentiellement social, d'autres sociétales, d'autres environnement. Ben, la RSE, c'est les trois. Alors, les trois, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, tout d'abord, un enjeu de gouvernance. Ça, c'est très important et c'est vraiment quelque chose à appréhender de manière assez profonde. C'est-à-dire que c'est la stratégie, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté stratégique de l'entreprise de dire « j'ai un intérêt fondamental à avoir une démarche RSE qui intègre mon fonctionnement global ». Donc ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça que les dirigeants sont essentiels ici. Et donc c'est très heureux qu'il y ait des représentants des syndicats d'entreprise et donc de dirigeants et des chefs d'entreprise qui puissent être impliqués. Ensuite, on va parler des droits humains. Des droits humains, donc ça couvre, on va dire, en France, les droits humains, on est pays des droits de l'homme, on fait ça bien, oui ou pas. Donc bien sûr, c'est la loi, la RSE, le principe c'est d'aller au-delà de la loi, mais il faut savoir que les droits humains, il y a ceux qui nous concernent dans nos pays, et il y a quand même des choses qui ne vont pas, il faut quand même en avoir conscience, même si on se dit que tout va bien, quand on creuse, pas tout à fait vrai. Et puis, sur les produits que l'on importe, on n'est pas du tout sur les mêmes référentiels qu'en Europe. Donc il y a une vraie attention, une vraie précaution nécessaire à avoir de la part des entreprises. Ensuite, on a tout le volet social, la qualité de vie, et donc la marque employeur, on va dire, et donc pour l'entreprise, sa capacité à attirer des talents. L'ensemble des critères RSE attirent les talents parce que c'est jamais motivant d'aller dans une entreprise qui ne respecte pas les droits de l'homme. Mais on a des éléments de qualité de vie au travail, en tout cas plus liés aux collaborateurs. Ensuite, il y a un gros pavé sur l'environnement. Et donc, pour vous, sur les blanchisseries, il y a vraiment des très très gros enjeux. J'évoquais l'eau tout à l'heure parce que c'est pas de la science-fiction, ça. Hein. Une région où on interdit l'usage de l'eau aux industriels, parce que c'est une région où il y a beaucoup de soleil, peut-être qu'il y a aussi beaucoup de tourisme. Comment faire les hôtels ? C'est quand même des vraies problématiques. Donc, minorer sa consommation d'eau, ça a vraiment du sens. Mais il y a l'eau, il y a l'énergie, il y a les polluants. Donc, il y a le transport. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Ensuite, on va travailler sur l'éthique. Donc, l'idée des relations d'affaires côté fournisseur, côté client. Respecter son client. Quand je lui dis que j'ai une démarche non polluante, c'est vrai, c'est attesté. C'est pas j'ai mis un petit peu moins de tel ou tel truc. Il y a vraiment quelque chose de solide pour le consommateur. Et puis pour les fournisseurs, c'est le respect de ses fournisseurs, avoir des contrats cadres, avoir une relation de travail saine, avec notamment un travail sur la corruption et la lutte contre la corruption. Et puis on termine par un dernier enjeu, c'est l'enjeu plus sociétal, c'est que l'entreprise, il est faux de dire que l'entreprise vit à côté de la société. Elle vit dans la société grâce à la société. S'il n'y a pas un bassin économique, votre entreprise, elle n'existe pas. Et donc, elle est redevable de ce fait d'un certain nombre de choses et doit respecter son bassin économique. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a des actions qui peuvent être, qu'on parle d'employabilité, on peut toucher là aussi, sur le fait d'aider, d'être à la formation, prendre des alternants, enfin voilà, ce genre de démarche qui touche. Donc on a 7 enjeux, et ces 7 enjeux font un tout qui font l'ensemble de la démarche RSE. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette globalité. Et le référentiel, l'intérêt d'un référentiel, c'est qu'il balaye tous ces enjeux. Et il ne fait pas que ce qu'on appelle du RSE washing, c'est-à-dire de dire, tiens, j'ai fait un truc sympa sur un des domaines, mais je ne m'occupe absolument pas du reste. L'intérêt du référentiel, c'est qu'on balaye à 360 degrés l'ensemble des enjeux. Merci beaucoup Philippe pour cette excellente synthèse. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? C'était très complet, je crois. Hein. On est d'accord. Bon, Fabrice, du coup, à votre tour. Comment on rentre dans le vif du sujet, dans le concret ? Comment est-ce que les adhérents du geste s'approprient-ils le référentiel RSE ?
Alors, nous, la démarche, elle a vraiment commencé à se structurer en 2022 avec un référentiel RSE fait avec notre OPCO, donc le partenaire de formation, qui nous a justement guidés et nous a donné un cadre peut-être un peu générique, mais n'empêche, il faut bien partir d'une base. Donc basé sur les 3 piliers qui ont été donnés, gouvernance, sociale et environnement. Et puis après, on est organisé par... donc le geste, au global, le syndicat est organisé par commission. Donc c'est un peu nos 3 piliers. Social, qui porte toute la partie convention collective, qui est un peu le cœur connu du geste, dans lequel on a signé de très nombreux accords. Égalité homme-femme, handicap, pénibilité, etc. Ensuite, on a une deuxième commission qui est la commission environnement, donc là qui est vraiment là pour aider les adhérents à réduire l'impact environnemental. Si on se donne quelques chiffres, parce que la RSE, ça doit être aussi concret. Tout à fait. Depuis 2019, donc on prend cette année de référence parce que après c'est toujours les années un peu étranges. C'est moins 17% d'eau au global du geste. Moins 10 sur le gaz et moins 5 sur l'électricité. Et on est convaincu qu'on peut aller plus loin. Et pour ça, de manière concrète, nous, on a activé un travail sur l'IA, donc qui est porté par le geste avec une start-up. On est en train de développer un démonstrateur qui va être là pour mieux piloter nos consommations de gaz. Parce que ça, chaque adhérent ne pourrait pas le financer. Mais on pense que prendre ça au niveau du geste et le financer pour que ce soit une base de départ. Alors après, chacun en fera ce qu'il voudra, puisque c'est la base, voilà. Et puis notre troisième pilier, c'est la commission agile, donc notamment avec tous les guides pratiques mis à disposition des adhérents. Ça va du guide assis debout, incendie, et bien harcèlement, à notre événement qui a lieu tous les mois de mars, visite Malblanchisserie, qui permet vraiment de se connecter à la société au global, pas que vis-à-vis des personnes qui chercheraient des emplois, mais au global, le politique et l'économique. Donc voilà en synthèse, très rapide, comment c'est structuré. D'accord, merci. Éric, au sein de la blanchisserie de Paris, comment ça se structure cette démarche RSE ? C'est principalement par... déjà à la base, c'est principalement venu par une conviction personnelle du fondateur, Cyril. Et ensuite, finalement, on est une entreprise qui est très récente, puisqu'on a 14 ans d'existence. L'évolution est très rapide, mais en même temps que l'activité a évolué, il a fallu aussi faire évoluer les équipes. Et au fur et à mesure des recrutements, en fait, on s'aperçoit que les gens qui nous rejoignent, notamment au niveau du staff, on est tous animés par les mêmes idées, plus ou moins proches, mais en tout cas, on a tous un objectif qui est commun. Et le fait de travailler dans une entreprise qui évolue et qui travaille sur la partie RSE, alors sans un véritable référentiel, effectivement, mais on a notre guide qui est le bon sens, finalement. On avance petit à petit en mettant en place des choses, étape par étape. Il y a encore plein de projets qui sont à venir, mais des choses déjà palpables sont visibles, puisqu'on a travaillé sur la partie logistique, par exemple. On a travaillé sur des camions 100% électriques. C'est déjà actif. On est déjà dans l'utilisation de ces outils. Sur la partie consommation, alors on ne travaille pas avec l'IA, mais c'est quelque chose qu'on regarde de façon très très précise, que ce soit le gaz, l'électricité, mais également l'eau. Voilà, il y a tout un tas d'éléments, tout un tas de points qui rejoignent la RSE et qui nous guident finalement. D'accord. Vous, votre fonction au sein de la blanchisserie de Paris, c'est responsable des achats textiles. Ça aussi, c'est un enjeu dans cette démarche RSE. Complètement. Je dirais même que c'est l'un des points de départ. Puisque le produit que l'on achète, c'est pas pour simplement le stocker et le revendre, il n'y a pas de transformation en soi, mais on achète un produit que l'on va traiter. Et donc, si on ne connaît pas la source, si on ne sait pas de quoi il est constitué, quels sont les produits qui sont utilisés pour le rendre très beau quand il arrive, on peut avoir de très mauvaises surprises. Et en plus, par rapport à tout ce que je viens de dire sur les convictions personnelles, ça irait dans le sens totalement inverse de ce qu'on recherche, quoi.
Donc oui, la partie textile, on avance en fait avec certains fournisseurs que l'on choisit, que l'on sélectionne, avec parfois même des voyages qui nous amènent à aller voir sur place comment ils travaillent, pour savoir exactement comment le produit que nous allons recevoir et retraiter est fabriqué. Et bien évidemment, sur la partie textile, lorsqu'on décide de travailler avec un nouveau fournisseur ou même avec un nouveau produit parfois, d'un fournisseur qu'on connaît, avant de formaliser une offre pour nos clients futurs, ce sont des produits qu'on va tester pour voir comment ils réagissent et ce que l'on en retire. D'accord. Ok, merci. Marc, tu veux aussi peut-être réagir? Je m'excuse tout de suite. Je vais prendre l'exemple du rugby. Pardon. C'est parce que je viens de Toulouse. Moi, je suis venu à Toulouse pour le rugby à l'origine. Le rugby, c'est un travail collectif. Quand on est un individu, on parle de Dupont, mais Dupont, il existe grâce à l'équipe. Là, c'est la même chose dans la RSE. En gros, dans les entreprises, il faut qu'on évolue en termes de management. C'est un travail collectif. C'est plus un travail pyramidal. Pourquoi je dis collectif? Parce que les sujets sont de plus en plus complexes. On ne peut pas être bon partout, ça n'existe pas. Les Martiens, j'en ai pas encore vu. Donc il faut s'appuyer sur l'ensemble de ses collègues avec une vraie relation de confiance. Et là, je vais transposer ça à l'URBH. L'URBH, moi, ça fait des années que j'y suis. Et il y a eu une réelle évolution dernièrement où on a beaucoup plus un travail collectif qu'avant, ce qui nous permet de progresser, augmenter nos nombres d'adhérents parce qu'ils ont senti ce mouvement collectif qui fait que ça répond à leurs attentes avec tous les thèmes liés à la RSE, parce que quand on voit le monsieur qui en parlait tout à l'heure, il faut se mettre à la place du dirigeant, c'est quand même complexe de tout gérer. Sincèrement, c'est très complexe. Et si on n'a pas une équipe avec nous, c'est pas possible. Sincèrement, pour moi, c'est pas possible. Et donc ça, pour moi, c'est un enjeu majeur dans les années qui viennent. Les entreprises qui vont être performantes, ça vont être celles qui vont réussir ce travail collectif. C'est pas facile, parce que ça veut dire avoir confiance aux autres. Et ça, c'est difficile. C'est intéressant ce que tu dis, sur ce volet justement travail d'équipe collectif. Oui, tout à fait. Et de confiance. Ce mot, il est très intéressant, je trouve. Très important, parce qu'on passe d'une société où on suspecte l'autre, entre guillemets, dans le travail, à une société où il faut absolument qu'on soit solidaire si on veut pouvoir réussir. Et sincèrement, nous, au niveau public, on a vécu les confinements, les missions de service public, il a fallu pouvoir répondre aux besoins de la santé publique. Je vous promets que mes collègues étaient tous en grand stress parce que tout le monde les regardait et ils s'en sont sortis grâce à ce collectif. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'un individu tout seul, sincèrement, dans notre société, il ne vaut pas grand-chose. Pardon, mais moi le premier. Donc c'est vraiment par le collectif qu'on s'en sortira. Philippe, vous voulez réagir là-dessus? Oui, en fait, pour dire absolument, vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point. Un des fondamentaux de la RSE, c'est ce qu'on appelle le travail avec les parties prenantes, c'est donc le collectif. Alors le collectif interne, les parties prenantes internes, et externe, c'est-à-dire que c'est également les fournisseurs, les clients, les partenaires. Donc, mais c'est un vrai travail collectif, et vous avez raison, c'est pas une démarche simple, c'est pas une démarche intuitive, c'est une démarche qui doit être accompagnée. Et c'est pour ça que, alors nous c'est ce qu'on fait, on va au-delà du référentiel avec une démarche complète, mais le chef d'entreprise doit s'appuyer sur quelque chose de concret pour pouvoir mettre en place sa démarche, mais il ne le fait pas tout seul. Il est essentiel qu'il soit impliqué, qu'il soit motivé, qu'il soit moteur de la démarche, mais c'est absolument un travail d'équipe. Et une démarche RSE faite uniquement par le top management ne rime à rien. Généralement, elle s'essouffle. Et de même qu'une démarche RSE faite par les équipes, mais qui n'est pas soutenue par le management, ne pourra pas aboutir. Merci Philippe. On va rester sur cette note positive de confiance et je vais me tourner vers Fabrice à nouveau. De fait, quels sont les premiers bénéfices qu'on peut observer dès lors qu'une entreprise, donc une des entreprises, vous avez un beau panel avec le geste, a mis en place justement alors sans parler forcément du coup de référentiel, mais en tout cas une démarche RSE. Alors, ce qui est sûr, c'est que sur nos quasi 150 membres, on n'est pas du tout sur les mêmes vitesses selon les membres. La Blanchisserie de Paris est un très bel exemple. C'est une entreprise qui le porte vraiment dans son cœur et qui avance très vite. Je pense que dans les bénéfices évidents, c'est notamment cette notion d'attractivité. Attractivité vers les talents, attractivité vers les clients, attractivité également même vers le monde financier, mine de rien, parce que ce sont des critères fondamentaux aujourd'hui pour se financer. C'est vrai. Que ce soit, je pense,
aussi bien dans le public que dans le privé. C'est absolument clé. Et puis après, je pense que le point qui a été souligné, c'est vraiment, nous, on est une industrie qui est essentielle pour faire tourner le pays. Que ce soit le public ou le privé. S'il n'y a pas le privé, il y a la majorité des ouvriers qui ne peuvent pas s'habiller. Et s'il n'y a pas le public, nos hôpitaux ne tournent pas. Donc c'est un peu problématique. Et on parle de millions d'emplois derrière. Clairement, il faut qu'on arrive à mieux traverser les différentes crises qu'on va avoir. On a parlé de la sécheresse, il y a eu la crise du gaz. Qui ne nous dit pas qu'à un moment, on n'aura pas une crise comme ce qu'il y a eu en Espagne avec un blackout électrique. Donc c'est toute cette résilience que tout le travail de la RSE collectif qu'on peut faire ensemble, que ça va nous permettre. On n'est pas à l'abri, on parle de textile, mais imaginons que demain, il y a un problème sur la fabrication de coton de l'autre côté du monde. On peut se poser plein de questions sur ce que ça veut dire pour nous, pour nos industries, pour nos clients. Donc c'est tout ça que la RSE doit nous permettre de travailler, notamment, selon moi, la résilience. Eric, justement, au sein de la blanchisserie de Paris, qui est donc citée comme un très bel exemple, donc voilà, merveilleux, ça tombe bien. Est-ce que vous pouvez nous parler des changements, on parlait de collectif tout à l'heure, des changements du coup concrets que ça entraîne dans l'organisation au sein de la blanchisserie ? En termes de process, en termes d'investissement. Sur les changements, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont palpables, il y a des choses que l'on envisage, et puis il y a des choses qui sont concrètes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la RSE englobe plusieurs sujets. Donc, je vais donner un exemple. On vient récemment de s'installer à Grigny, dans une toute nouvelle blanchisserie. Et pourquoi Grigny ? Tout simplement parce que c'est une ville avec un taux de chômage très très important. On était déjà dans le 91 auparavant à Chilly-Mazarin, donc pas très très loin. Mais en fait, c'est un bassin où énormément de personnes sont en attente d'un travail. Et le fait de venir s'installer pour un industriel et d'avoir ce bassin de personnes autour de l'entreprise qui vont pouvoir venir travailler sans avoir à faire des kilomètres ou des heures de route, c'est quelque chose qui est très qui nous apporte de la sérénité en fait sur les équipes dont on a besoin et qui travaillent avec nous sur la partie notamment production. Donc c'est c'est un des exemples qui permet de voir que le RSE touche la partie aussi sociétale et sociale et sociétale. Sociale, en fait. Et même l'environnement, si on englobe le fait que les gens peuvent venir presque à pied. Je rebondis sur ce que vous dites, Eric. Donc c'est quand même, quand on présente ça comme ça, ça vend du rêve. Clairement, ça donne très envie. Est-ce que c'est un argument moteur pour embarquer les équipes ? Parce que tout le monde, vous avez tous souligné cet aspect, c'est pas facile. Faut être, ça se fait ensemble. Donc justement, parmi les arguments qu'on peut poser pour embarquer les équipes, les faire adhérer, parce que c'est un projet ambitieux. Qu'est-ce qu'on avance comme pion, qu'est-ce qu'on propose comme argument en tant que manager ? En fait, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'une personne ne peut pas faire avancer tout le monde. Donc il y a comme je l'ai dit dans la présentation tout à l'heure, l'ensemble de l'équipe dirigeante va dans le même sens et a à peu près les mêmes idées. Donc le partage avec l'ensemble du personnel est de fait bien plus facile. Je vais prendre un exemple. Quand vous êtes dans l'industrie, si vous occupez du poste de travail de toutes les personnes, il y a un moment où on va parler sécurité. La sécurité, ça veut dire faire attention, aménager le poste de travail, mais ça peut vouloir dire aussi, dans certains cas, de porter un casque, de porter des gants, de porter des chaussures de sécurité. Si 2 personnes sur 10 portent leurs EPI, ça ne va pas porter grand-chose. Le but, c'est que l'ensemble le fasse. Et en fait, c'est simplement par un discours commun, avec de la motivation de tous les jours, parfois de la vérification, mais il n'y a pas besoin de... C'est pas pour taper sur les gens, c'est juste pour leur bien. Et en fait, si le discours est commun à l'ensemble des équipes, petit à petit, ça va prendre et après, ça devient naturel. Il faut du temps. D'accord. Philippe, vous, dans la dimension d'accompagnement justement auprès des entreprises, est-ce qu'il y a des leviers que vous avez identifiés et que vous utilisez justement ?
Tout d'abord, on va distinguer en fait trois grandes étapes dans une démarche RSE. Donc, on a parlé pas mal de référentiels et de ce que l'on fait, donc on va appeler nous l'autodiagnostic, c'est-à-dire la démarche interne de dire où est-ce que j'en suis. Et donc ça, c'est une démarche assez globale, assez longue d'ailleurs, il y a pas mal de choses à faire, dans lequel on va former un certain nombre de personnes qui vont prendre des responsabilités de référents RSE, dans lequel on va prendre le référentiel. Alors, on peut prendre un référentiel type ISO 26000 comme Lucie, ou le référentiel métier, ou un mix des deux, et on va se dire où est-ce que j'en suis sur l'ensemble de ces critères. Et puis après, on va dire, maintenant, on va aller mettre en place un plan d'action derrière ça, mais avant, comment je fais pour crédibiliser ma démarche, crédibiliser mon diagnostic, et dire à mes troupes, à mes collaborateurs, mais également à mes clients et également à mes fournisseurs, mes partenaires, ce que j'ai fait, c'est du solide, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas j'ai économisé 0,2% de l'eau et je suis super fort. Non, c'est quelque chose de solide. Et donc là, on va faire venir un évaluateur externe. On va proposer à quelqu'un de faire un audit. Alors c'est ce que nous on propose au niveau du label Lucie pour les PME. Les grands groupes ont d'autres solutions qui ne sont pas forcément adaptées aux PME, mais pour une PME, nous on propose. Donc c'est ce qu'on appelle un audit tierce partie, donc c'est quelqu'un qui vient sur le terrain poser des questions aux collaborateurs, aux responsables de l'environnement, etc. Et qui va dire, par rapport au diagnostic que vous faites, on est d'accord, on n'est pas d'accord, attention, vous avez oublié telle chose, bravo, vous êtes très bon sur ces choses-là, donc c'est un audit très bienveillant. Et une fois qu'on a fait cette évaluation, eh bien, l'entreprise peut travailler sur son plan d'action. Et là, le plan d'action, il est solide, il est crédible, parce que tout le monde a contribué, a dit, ouais, nous on a bossé, puis il y a quelqu'un qui est venu de l'extérieur, qui a dit, oui, ça, c'est en effet, c'est solide, c'est ça. Et on fait un plan d'action pour améliorer les points où on a le plus d'impact et où on est le moins bon. Et ce plan d'action, nous, on le valide dans le cadre d'une démarche de labellisation, mais donc il y a une étape d'après qui est de dire, voilà, ce plan d'action, on le propose, on met des moyens en face et il est crédible. Et donc nous, notre rôle en tant que label, c'est de valider que ce plan d'action est à la fois sincère et pertinent par rapport au diagnostic, mais il est également crédible. C'est-à-dire que ce n'est pas un doux rêve, c'est des choses concrètes. Et ensuite, l'entreprise a 4 ans pour le mettre en place. Sur le terrain, quels sont les freins ou les difficultés que vous pouvez rencontrer ? Fabrice ? Alors, concernant le GES, vu que c'est un syndicat professionnel, évidemment, tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Et c'est même la base d'un syndicat professionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise, on n'est pas une entité. Donc la première difficulté, c'est d'arriver à parler au plus large, que ce soit une entreprise de plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires ou milliards, jusqu'à une beaucoup plus petite entreprise, que ce soit une entreprise qui existe depuis 2 ans, une entreprise qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Ça, évidemment, c'est l'enjeu, c'est d'arriver à calibrer et que tout le monde soit dans le chemin, parce qu'on l'a dit, c'est du collectif. Donc le but, c'est d'embarquer tout le monde. C'est pas de se dire j'ai une Ligue des Champions dont on fait partie, la Blanchisserie du Paris, et on est super content. Mais c'est d'engager et d'arriver à inspirer l'ensemble des adhérents. Nous, c'est ce qu'on fait lors des journées d'études du geste, une fois par an, pour arriver à avoir cette prise de hauteur. Et puis pour moi, la deuxième difficulté, et c'est plus un souhait dans le cadre de mon nouveau mandat, c'est que je pense qu'on a besoin si on dit que c'est du collectif, il faut qu'on arrive à travailler plus large sur certains sujets qui sont communs. On a parlé du textile, fondamentalement, tous les gens dans cette salle ont les mêmes enjeux, que ce soit est-ce que j'achète bien, de manière responsable, mais in fine, qu'est-ce que ça devient ? Et malgré tout, au global, je pense qu'on partage tous ce besoin d'avoir aussi une filière beaucoup plus large sur le recyclage, la circularité, parce qu'on parle de circularité, oui c'est vrai pour nos clients, mais le rêve, ça serait quand même d'acheter un textile, de le refaire en textile le plus possible. On a eu des intervenants très intéressants lors de la dernière journée du geste qui l'ont fait dans certaines filières, sur l'acier, donc des métiers plus tendus que les nôtres, je pense. Mais pourquoi ils l'ont fait ? Parce qu'ils ont bien compris que s'ils ne se mobilisaient pas collectivement, un jour, ils n'auraient plus accès à cette matière première et on n'est pas à l'abri qu'un jour, ça nous arrive. Tout à fait. Marc, tu veux réagir là-dessus ? Alors, tout à fait d'accord avec ces remarques. Je vais juste compléter. Nous, on est un métier industriel dans un pays tertiaire. Donc, c'est très difficile. On a un gros problème de valoriser l'industrie dans notre pays. Et on a besoin de compétences. On a besoin de recruter des compétences
nécessaires. On parle des techniciens de maintenance, où là, il y a des vrais sujets. Et il faut qu'on arrive à revaloriser notre image. Donc là, ça en est un exemple, et je suis très content que l'URBH puisse participer, parce qu'on a besoin de revaloriser nos métiers et de montrer aux jeunes qu'il y a aussi un avenir dans les blanchisseries, que c'est un métier intéressant, très valorisant. Moi, c'est un métier passion pour moi. Voilà, moi, je suis un passionné de ce métier, et je suis persuadé, et c'est un métier d'avenir. Mais vraiment un métier d'avenir, parce qu'on va réinternaliser tout le jetable, et il va falloir arrêter cette société d'ultra-consommation, on n'aura pas le choix avec l'environnement. Donc notre métier va faire que grossir, et donc du coup il faut développer des compétences associées, créer une richesse culturelle en France sur ce sujet-là, parce qu'on ne l'a pas. Actuellement on était très mal vus, les industriels. Il faut changer ce regard, et donc ça passe par des conférences comme on fait, où là nous on n'est pas très fort, historiquement on était cachés dans nos blanchisseries. Mais l'idée, pour moi, la RSE, c'est un des enjeux, c'est ça. C'est créer ce besoin pour l'avenir, pour les jeunes qui vont nous remplacer, pour toute cette suite, quoi. Et donc justement, puisque tu parles de ça, en termes de communication, en quoi est-ce que, à partir du moment où vous vous engagez dans cette démarche, ça vous permet aussi ou comment vous le valorisez auprès, pour toi Marc, de vos adhérents, des patients, puis si on va jusqu'au lit, si je puis dire, et puis Fabrice, pour vous, pareil en fait, pour vos clients. Alors, moi, sans tomber, on est bien d'accord, dans le greenwashing, ou le RSE washing, si on peut l'appeler comme ça. En blanchisserie hospitalière, dans 20 ans, il faudra toujours qu'on change le lit des malades et qu'on habille les professionnels de santé. Donc quand on recrute des personnes en blanchisserie hospitalière, c'est l'avantage du statut public, on est beaucoup plus stable qu'une entreprise privée, les objectifs ne sont pas les mêmes. L'idée, c'est d'avoir un professionnel qui nous accompagne pendant toute la durée de fonctionnement de sa carrière pour avoir cette stabilité de prestation. Parce que derrière, c'est la responsabilité sociétale du soin pour la population. Et donc du coup, là, nous, ça c'est vraiment hospitalier. Mais c'est un de nos enjeux majeurs. Et du coup, la RSE répond à cette demande pour nous, parce qu'on a besoin de fidéliser nos agents, ce qui est très difficile dans le monde d'ultra-consommation actuel, où les jeunes, ils zappent, ils sont habitués à scroller, comme dit mon fils, là, sur les écrans. Et sauf qu'un emploi, ils ont tendance à les scroller maintenant. Mais nous, on a besoin d'une stabilité. Parce que notre métier, c'est un vieux métier. C'est comme faire à manger, c'est des très vieux métiers qui ont besoin d'une grande stabilité. Et donc l'enjeu de la RSE, pour moi, est là-dessus. Donc nous, on a mis des actions sur Toulouse sur ce sujet-là, qui peuvent paraître... on a été le premier GCS public de France à financer une mutuelle pour l'ensemble de nos agents. On a mis des plannings adaptés aux agents. On a beaucoup de gens en difficulté personnelle, donc des femmes seules avec enfants en charge ou des hommes en difficulté. Donc on a 2 horaires possibles, mais en gros, chacun a un peu son horaire pour répondre à sa demande de vie personnelle, et en échange, il fait le travail associé et la productivité demandée. Parce que dans le public, oui, il y a quelques années, les productivités n'étaient pas élevées, mais désormais, je peux vous certifier que les productivités ont vraiment évolué fortement, mais c'est en lien avec cette RSE, c'est en lien avec un intérêt pour l'agent, parce qu'il a quelque chose à y gagner au bout, vous voyez. Et donc c'est un échange des deux côtés entre l'employeur et l'employé. Oui, tout à fait. On parlait hier de la quête de sens aussi, et ça c'est important. Oui, tout à fait. Quand on se lève et qu'on sait pourquoi on va travailler, ça participe aussi de tout ça, Fabrice. Au global, la chance qu'on a, je pense, dans cette profession, c'est ce temps long, parce que même qu'on n'est pas détenu par du public, on s'engage avec nos clients sur des contrats longs, dans une vision encore une fois, de circularité, de se dire comment je vais faire durer le textile ou autre, mais majoritairement du textile. Et ça, ce temps long, même s'il y a beaucoup, effectivement, dans la nouvelle génération, il y a cette volonté de zapper, mais ça veut dire aussi qu'on peut engager des partenariats et des engagements sur un temps beaucoup plus long, parce que la RSE, ça se fait pas la semaine, ça se fait pas la journée, même si ça se fait tous les jours, mais fondamentalement, si on veut commencer à changer un peu le curseur, ça se joue sur des années, donc c'est un travail sur des années à faire, et c'est ça qui peut intéresser également nos clients, c'est d'avoir des partenaires qui sont capables de s'engager, versus le fait d'acheter du textile sur Internet livré en 2 semaines, on ne sait pas d'où il vient, je ne sais pas comment je l'entretiens, quand il y aura un problème, je ne sais pas, je rachèterai. Bref, au global, la majorité de nos clients sont quand même clairement dans une démarche de dire ça n'a plus de sens de le faire comme ça, et il me faut des partenaires pour y arriver, et je pense que c'est au global, autour de cette table ronde, ce qu'on incarne. D'accord. Philippe ?
Oui, je voulais rebondir sur le temps long et puis sur le fait que vous avez un beau métier, vous avez un métier utile, qui a une utilité sociale évidente, sauf qu'on n'y pense pas, qu'on est sur des personnes qui sont un peu invisibles parfois, alors que c'est une utilité sociale essentielle. Vous avez besoin donc vous avez un rôle sur la société, vous avez un rôle social sur vos équipes, parce que vous avez un métier de main-d'œuvre, et vous avez des impacts sur l'ensemble des enjeux environnementaux, comme vous l'avez dit. Donc, et tout ça, ça se joue, la RSE, on est vraiment sur la notion de temps long. C'est pour ça qu'on parle de stratégie, c'est pour ça qu'on est sur des choses ancrées, qu'on parle d'étapes, on parle de diagnostic, où d'abord on évalue, mais on n'est pas bon sur tout, et c'est pas un problème. Simplement qu'on a conscience qu'on a des travaux à faire, on travaille sur ce temps long. Et donc, voilà, je pense que c'est très important, et puis très important en effet de montrer qu'on peut être fier qu'on est fier de son métier, parce que vous avez un beau métier qui a une vraie utilité sociale, et quand ça on arrive à le redonner à ses collaborateurs, je pense que ça donne du sens à son travail, et puis ça fait progresser tout le monde. Eric, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, mais je pensais sur le temps, oui, tout à l'heure, on a parlé du textile, je reviens à mon métier, mais dans l'achat de textile, on a deux choix. C'est soit on achète à bas prix, globalement on aura ce pour quoi on a payé, ou alors on décide d'aller voir sur des prix peut-être un peu plus élevés, mais pourquoi ? Parce que si on met un prix un peu plus élevé, en sachant, encore une fois, par rapport à tout ce que j'ai pu dire auparavant, qu'on sait d'où vient le linge, comment il a été fait, et ainsi de suite. On sait que la durée de vie d'un drap, par exemple, peut être allongée très fortement. Et donc, soit on joue sur le court terme, avec je remplacerai, soit on joue en mettant un petit peu plus d'argent sur la table au départ, mais on joue sur la durée. Et voilà, il y a des choix comme ça qui paraissent simples, mais il faut être capable de se lancer dedans, quoi. Bien sûr. Je reste sur ce que vous venez de dire, du coup, Eric, parce que ça m'amène à une autre question, justement sur les attentes, parce que là, ce dont vous parlez, c'est, on va dire, à l'initiative de la Blanchisserie de Paris, pour citer votre exemple en particulier. Mais est-ce que ça traduit des tendances aussi qui sont clairement posées et exprimées par vos clients ? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on entend de la part des clients, mais même au-delà. Qui aujourd'hui peut dire qu'il n'a pas entendu parler d'écologie, ne s'y intéresse pas du tout ? C'est impossible à l'heure actuelle. Quelque part, on est tous touchés par ça. Maintenant, les attentes sont différentes. Si je prends l'exemple d'un hôtel, un hôtel, son objectif, c'est d'accueillir sa clientèle dans les meilleures conditions possibles avec, nous, la blanchisserie, on va lui amener le linge, mais à côté, il y a ceux qui vont apporter les victuailles pour le petit déjeuner. Il y a énormément de fournisseurs qui travaillent autour. Donc on est une toute petite partie, et en plus, nous, on doit être invisible. On doit passer sans se faire voir de la clientèle. Mais en même temps, il faut ramasser le linge sale et ramener du linge propre, parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc les demandes sont diverses. Il y en a qui commencent la démarche, et il y en a qui sont complètement dedans. J'ai en tête un exemple d'un hôtel parisien, en plein Paris, qui a décidé de reprendre un immeuble et de construire un hôtel qui n'existait pas. Et dès le début, il a engagé la reconstruction sur le modèle écologique, qui va jusqu'à la récupération des eaux de pluie, des panneaux solaires, vraiment tout a été conçu, les matériaux qui ont été utilisés. Donc c'était une personne qui là vraiment était dans la démarche complète. C'est encore rare, mais c'est un discours qu'on commence à entendre de façon récurrente. D'accord. Alors, je rebondis encore sur ce que vous venez de dire, mais je me tourne vers Philippe pour le coup. Parce que là, en fait, ce que vous évoquez, c'est surtout le volet environnemental. On est d'accord ? Or, on est bien d'accord qu'un référentiel RSE ne se limite pas à ce seul volet. On l'a évoqué, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc oui, il s'engage, c'est la première brique. Et donc Philippe, là je me tourne du coup vers vous pour éclairez-nous, vous, à travers les actions de l'agence Lucie, vous vous inspirez de l'ISO 26000, c'est ça ?
mais c'est pas. Vous avez aménagé, ou en tout cas votre approche est différente, et justement c'est là-dessus que je voudrais venir. En quoi est-ce que votre approche aujourd'hui, pour les opérateurs de ce marché, permettrait d'aller plus loin que cette première mise en conformité, si je puis dire? L'approche, en fait, elle est très pragmatique, elle est très centrée sur l'utilité, le résultat pour les entreprises. Donc, l'avantage de l'agence Lucie, c'est une PME, on est 25 personnes, et on a une démarche où on essaie de s'adapter au plus de professions possible. Donc, s'il est vrai que j'évoquais par exemple le référentiel, on prend l'un ou l'autre, ou un mélange des deux. On pourra en parler, mais enfin, si vous souhaitez avoir une démarche de référentiel spécifique sur la base du label Lucie, c'est des choses qu'on sait faire. Maintenant, la démarche globale, elle est accompagnante au sens de dire que le point de départ, c'est une formation et qu'il faut d'abord monter en compétence un certain nombre de personnes dans l'entreprise pour savoir de quoi on parle. Parce que je vais présenter, montrer les étapes. Ensuite, l'évaluation dont j'ai parlé, c'est une évaluation qui est dite bienveillante. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire une mise en conformité. L'ISO 26000, d'ailleurs, c'est pas une norme qui s'évalue en termes de conformité. On parle de tendance, on parle d'orientation, et donc là, c'est pour ça qu'il y a besoin de l'humain. C'est pas de l'IA, c'est de l'humain, qui est de dire, oui, vous avez une démarche sincère qui va dans le bon sens. Alors là, vous êtes sur les premières marches. Pour ce cycle-là, je vous donne, mettons, le maximum de points. Par contre, dans 4 ans, j'attends que vous soyez à la marche supérieure. Donc, on a une logique de progrès. Et c'est ce qu'on appelle un label de progrès, les labels de l'agence Lucie. Donc c'est vraiment par étapes. Et donc il y a un premier niveau qui s'appelle Lucie Progress d'ailleurs, qui est un peu plus facile à obtenir, un peu moins exigeant, mais qui permet de mettre le pied à l'étrier. Et puis ensuite Lucie 26000 ou Lucie ESG, qui sont les labels de second niveau, qui sont plus exigeants. Mais il faut bien, au-delà de nos produits, il faut bien intégrer que la RSE, c'est une démarche de progrès. C'est un progrès continu sur ces ensembles d'éléments, et qu'on ne peut pas dissocier. C'est-à-dire que avoir uniquement une démarche environnementale sans travailler sur le social, ça n'a pas de sens, et très vite on s'aperçoit que le cycle ne fonctionne pas. De même qu'avoir une démarche sociale et sociétale sans toucher l'environnement, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on protège les citoyens en s'occupant de l'environnement. Donc voilà, c'est des choses qui sont totalement liées. Et puis c'est un écosystème. Vous évoquez vos clientèles hospitalières et vos clientèles de tourisme. En effet, ce sont des professions pour lesquelles nous, on a des structures qui sont labellisées. On a même des offices de tourisme, notamment dans le sud-ouest, qui sont très dynamiques sur les marchés RSE. Au niveau de Bordeaux, il y a des opérations pour aider les structures de tourisme à avoir des démarches RSE. Et donc, c'est un ensemble d'éléments, c'est un écosystème, et c'est une démarche globale qui est une démarche de fond sur laquelle il ne faut pas s'arrêter sur les tergiversations politiques et réglementaires. La tendance de fond, elle est là, et comme on est sur du travail de long terme, plus on démarre tôt, plus on est performant, plus on y arrivera demain, quoi. Fabrice, vous vouliez réagir ? Oui, sur effectivement les autres piliers, quand on parle des préoccupations de nos clients, alors il y a évidemment la préoccupation environnementale, mais un des points clés de la relation qu'on a avec nos clients, c'est l'agent de service. C'est le visage de l'entreprise qui est vu toutes les semaines, et clairement, on est dans une industrie dans laquelle c'est très principalement du CDI, il n'y a quasiment pas d'intérim, il y a un tout petit peu de CDD, notamment pour la saisonnalité, mais sur la partie sociale, et c'est pour ça que vous avez raison d'y faire référence. Il n'y a pas que la partie environnementale, toute la partie sociale, elle est majeure, parce que la réalité, c'est que ce que nos clients attendent, c'est de parler toujours à la même personne, que la personne les connaisse tellement bien qu'on devienne invisible, comme tu l'as dit Eric, parce qu'on doit être invisible, mais pour être invisible, en fait, il faut les connaître par cœur. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix. Là, il n'y a pas d'IA, effectivement. C'est de l'humain, c'est de la connaissance, c'est de la connexion. C'est la confiance qu'on évoquait tout à l'heure. C'est de la confiance. Ouais. Et ça, j'ai même envie de dire, c'est le premier socle du partenariat, c'est l'humain. Marc, tu veux réagir ? Alors nous, dans les hôpitaux, on a un peu la même chose. Ça s'appelle des référents linge, où on gère pour les services de soins les stocks, pour leur créer une confiance, pour qu'ils ressentent leur activité sur le soin et pas gérer des stocks. Et donc pour arriver à ça, il faut créer cette confiance, donc une forte stabilité des effectifs et des personnes pour créer ce lien. Donc c'est en similitude, hein. C'est lié à notre métier aussi. Donc c'est bien que notre métier soit mis en valeur, en tout cas, grâce à la RSE. Bah oui.
Comme quoi, c'est effectivement un levier et pas nécessairement une contrainte. Voilà. Je rebondis du coup sur ce que tu viens de dire, Marc, parce qu'on parle mutualisation depuis tout à l'heure. Et donc, Gest, URBH, en fait, de quelle manière est-ce que vous pourriez utiliser ce levier pour en faire quelque chose de collectif et un levier de progrès pour toute la filière? Est-ce qu'on peut envisager une mise en commun des connaissances, etc. Alors, je vais m'engager. Donc, nous, on a évoqué le sujet au sein de notre association. Donc, il y a des thèmes où on est d'accord pour travailler avec le Gest, des thèmes communs, parce que à plusieurs, on sera plus fort pour répondre aux besoins et les enjeux actuels. On parlait du recyclage, mais il y aura aussi tout ce qui est notion de maintenance, des enjeux importants, parce que plus ça va, plus on automatise, plus il faut des compétences associées. Absolument. Et sauf que les compétences diminuent actuellement sur le marché. Et c'est pas ça qu'il nous faut, donc il faut l'inverse. Et donc il va falloir se souder pour répondre à ces besoins. Et savoir que nous, le public, on est là pour les comptes publics, on n'est pas là pour les comptes privés, et que le marché privé est là pour ses clients privés, et qu'on soit chacun... voilà, il n'y a aucune raison. Je pense qu'on est assez professionnel. Le métier a vraiment évolué, assez intelligent pour trouver des points communs de travail. Et on est ouvert à ça, nous, en tout cas, au niveau de l'URBH. Fabrice. Évidemment que côté Gest, on ne peut que souscrire à ce que tu viens de dire, Marc. Les métiers sous tension, ça concerne tout le monde. Et de toute façon, y aller séparément, ça n'a pas de sens, parce que le politique, il n'a pas envie de voir un tel, puis un tel, puis un tel. C'est une filière qui doit se mobiliser. Et clairement, la maintenance en est un bon exemple. On parle de réindustrialisation en France. La réalité, c'est que trouver un technicien de maintenance qui est absolument clé pour toute industrie, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de filière de formation de technicien de maintenance en blanchisserie. Et honnêtement, qu'elle soit hospitalière ou privée, il y a les mêmes enjeux. Donc clairement là-dessus, on a tout un travail à faire ensemble, parce que là, il va falloir les convaincre du politique, il va falloir peut-être monter des classes, enfin voilà, il faut qu'on regarde comment le faire, mais en tout cas, on pense qu'il y a quelque chose qui sera bénéfique à nos deux organisations et au global au marché. Et puis effectivement, sur le recyclage, est-ce que ça a du sens d'avoir un camion qui ramasse le textile usagé de la blanchisserie privée à Toulouse, mais qui passe devant celle qui est publique et qui ne s'arrête pas, alors qu'on sait que dans le recyclage, un des gros enjeux, c'est la logistique. Clairement, là-dessus, c'est mon souhait le plus fort, c'est qu'on bouge et qu'on puisse, dans plusieurs années, se retrouver sur une table ronde comme ça et prendre l'exemple de ces sujets sur lesquels on s'est mobilisé et où on a fait la différence collectivement. Et après, si ça fonctionne, il y aura un enjeu majeur, c'est les relations avec les agences de l'eau, les ICPE, où on nous demande de réduire les eaux. On peut le faire, il y a les technologies, les décrets ont évolué. Le problème, ça va être les concentrations dans les eaux. Il faut qu'ils nous autorisent certaines valeurs. Et ça, il va falloir un soutien commun, parce que c'est pas qu'une organisation qui pourra faire bouger les choses. C'est vraiment un groupe entier. Parce qu'on peut réduire très fortement nos consommations d'eau et donc répondre à la demande nationale. Mais derrière, il faut qu'on nous autorise une certaine concentration. Autrement, on le fera pas. Voilà. Et donc, du coup, là, c'est il faut bousculer un peu les lignes, quoi. Donc il faut être plusieurs. On est bien d'accord qu'on est dans une logique de filière. Complètement. En cœur, en plus, c'est beau. Sur la consommation d'eau, il y a quand même eu des avancées récemment avec une loi qui a été votée qui nous permet de réutiliser des eaux déjà utilisées. Et là, on peut annoncer, alors pour la blanchisserie qui me regarde, grosso modo, 1 kilo de linge nécessite aux alentours de 6 litres d'eau pour être traité. C'est une moyenne globale. Aujourd'hui, à la Blanchisserie de Paris, on est à 3 litres, d'ores et déjà, et on peut annoncer que sur 2026, on sera aux alentours d'1 litre. Pourquoi ? Parce qu'on va installer une micro-station de retraitement des eaux dans l'usine, qui va nous permettre de réutiliser des eaux et donc de limiter notre consommation d'eau, ce qui va pouvoir nous permettre de répondre à ce dont vous parliez tout à l'heure, en cas de sécheresse très importante et de limitation de consommation d'eau. À 6 litres, c'est très compliqué. À 1 litre, c'est très envisageable. On parlait justement de faire ensemble, de coopération tout à l'heure. De quelle manière est-ce que vous vous adossez sur les fabricants, sur les fournisseurs qui sont évidemment force de proposition et force d'action en réalité sur ces sujets-là ?
Ouais, comment est-ce que oui, tout à fait. Comment est-ce que vous avancez avec eux? On parle de coopération, donc je veux dire que demain, un fabricant, je donne un exemple, un fabricant, sans citer de nom, un fabricant qui développe une nouvelle technologie, il va avoir besoin de l'expérimenter. On parle bien de coopération, donc... Ce sont des partenariats, c'est de la coopération, mais très fine. Nous, si on arrive à installer demain, quand je dis demain, c'est vraiment demain, cette fameuse station, c'est parce que depuis des années, on travaille en collaboration avec notre fournisseur de produits lessiviels. On utilise des lessives écolabellisées. Et dès l'instant où nous, on travaille, on a des objectifs, on leur donne des objectifs, parfois très contraignants, mais voilà, nous, c'est ce qu'on souhaite atteindre. Ils travaillent dessus, et bien évidemment, le moment où il y a un test à faire, nos portes sont ouvertes. Donc le test, il est en grandeur nature et chez nous. Et évidemment, on participe et on bénéficie très rapidement de ces avancées-là. Marc, j'imagine que c'est la même chose dans le secteur public. Ah, tout à fait. Il y a des sites où il y a eu des essais, des mises en œuvre de procédés. On va parler par exemple du GCS Santalis, où il y a eu des recyclages d'eau mis en œuvre en partenariat avec un fournisseur lessiviel pour réduire les consommations. Et à la fin du partenariat, il y a eu l'achat de l'équipement parce qu'il répondait aux attentes de l'établissement. Voilà. Mais il y a d'autres sujets comme ça, il y en a plein. Oui, j'imagine bien. Hyper important pour les industriels, nos constructeurs, nos fournisseurs, de pouvoir tester en réel avant de le diffuser au niveau national. On parle de nos grands constructeurs, Jensen et Canegisser Process, c'est pareil. Quand ils lancent des nouveaux équipements, ils testent dans leur maison mère, bien sûr, mais après, ils ont souvent un site référence en France où ils font tout leur réglage, leurs tests pour bien apprendre et bien mesurer, et après, ils le développent au sein de... Et heureusement qu'on a nos partenaires fournisseurs. Notre métier a évolué grâce à eux aussi. Bien sûr. Fabrice, vous voulez réagir là-dessus? C'est là où le mot filière prend tout son sens, en fait. C'est-à-dire que sans nos fournisseurs, et quand on fait référence à la gouvernance, si on ne voit que le contrat qui nous lie avec nos fournisseurs, je crois qu'on se trompe. Ça va bien plus loin que ça. C'est pour ça, par exemple, qu'au GEST, les membres associés participent aux journées du GEST et il n'y a pas de différence notable entre nous. C'est-à-dire qu'on est engagés ensemble pour faire avancer la filière. Encore une fois, ça suppose aussi un temps long. C'est-à-dire que si c'est ce que disait Eric, si notre stratégie achat, et alors côté geste, chacun est libre de sa stratégie achat. Maintenant, c'est presque plus une opinion personnelle que je vais exprimer. Si c'est de l'achat spot au meilleur prix, au temps X, sans aucune cohérence, on sait qu'à un moment, ça va bloquer. La réalité, c'est qu'il nous faut des fournisseurs stratégiques dans un temps long. On a la chance d'être dans une économie qui est engagée également sur un temps long avec nos clients. Ça serait complètement fou de ne pas faire pareil avec nos fournisseurs. Encore une fois, là, c'est peut-être pas complètement le président du GEST qui parle, mais en tout cas, c'est une conviction forte à titre personnel. D'accord. Philippe, vous voulez réagir? Non, je suis impressionné par la maturité de vos propos à tous les trois. En effet, la RSE, c'est exactement ça, c'est travailler de manière de filière, d'une logique, d'une cohérence entre les pouvoirs publics, les fournisseurs, les clients, les collaborateurs, l'entreprise elle-même et toutes ces fonctions, et j'en oublie. Et donc, on est vraiment dans ce travail de cohérence globale qui permet de travailler. En effet, sur vos achats, si on parle d'économie circulaire, c'est pas les quelques centimes qu'on traite à l'achat qui sont un enjeu. On parlait du risque, très impressionné de ce que vous mettez en place, mais justement, ce que vous mettez en place, peut-être vous êtes un peu plus costaud quand une entreprise plus importante que d'autres. Vous êtes précurseur, vous lancez quelque chose qui après va pouvoir s'étendre à d'autres structures de la profession. Donc il y a cet aspect de modèle, et puis le fait de mettre les forces ensemble, c'est absolument indispensable pour y arriver dans le temps long. Donc, oui, mais il y a une manière de réfléchir qui est peut-être un petit peu spécifique à la blanchisserie et à Cyril qui la dirige, à savoir que la station d'épuration dont j'ai parlé, la station de retraitement des eaux dont j'ai parlé, si on ne pense que finance et retour sur investissement, il ne faut surtout pas y aller. En fait, le délai est très long. On va parler d'un retour sur investissement qui est de l'ordre de 10 à 12 ans. Donc, ce n'est pas pour avoir un retour immédiat. C'est vraiment parce que ça s'intègre dans la logique complète de l'entreprise et dans une façon de penser, d'avancer sur la partie RSE. Mais le temps long, c'est vraiment un élément, un facteur essentiel. Et oui, économiquement, strictement, on va peut-être mettre
10 à 12 ans. Maintenant, en termes de marque employeur, en termes d'image et tout simplement de qualité, de motivation de vos équipes et de votre démarche, c'est beaucoup plus moteur, beaucoup plus court que ça. Mais je ne veux pas ramener le système juste à l'économie, simplement que je sais que la pression économique vient souvent en opposition et elle ne doit pas être en opposition avec la démarche RSE. Elle va avec. On est vraiment dans une démarche qui est vertueuse pour l'entreprise. On est tout à fait d'accord. Bien. On va arriver au bout de cette table ronde. Ça passe vite, 1 heure. J'ai une dernière question pour vous, à chacun. Quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui veut se lancer, justement, dans une démarche RSE ? Qui veut commencer ? Fabrice, allez. Le premier point qui me vient en tête, c'est d'aller voir d'autres acteurs. S'ouvrir à ce qui se fait. On parlait de filière. Faut voir ce que fait la filière parce que y a des niveaux de maturité très différents, il y a des enjeux. On a beaucoup parlé par exemple d'hôtellerie, mais il y a peut-être des acteurs qui ne traitent pas du tout du linge d'hôtellerie, mais du linge extrêmement souillé d'industrie lourde. Il y en a aussi des acteurs comme ça. Donc moi j'ai envie de dire, vu qu'on dit que c'est un temps long et il n'y a que le collectif, prenons le temps d'aller voir le collectif et à mon avis c'est la meilleure façon de démarrer sa démarche. D'accord, merci. Eric ? Je dirais qu'il faut prendre le temps, il faut être convaincu et il ne faut surtout pas le prendre comme une contrainte. C'est avec le temps, justement, qu'on va s'apercevoir des bénéfices qu'on peut en tirer. Mais il faut surtout être convaincu au début et avancer étape par étape et surtout pas se lancer sur une révolution complète de tous les process de l'entreprise, de l'organisation et ainsi de suite. Sinon, là, à un moment, vous allez vous retrouver face à un mur et vous allez vous dire que c'est impossible. Alors que étape par étape, c'est tout à fait envisageable et faisable. Avec une belle force de conviction. Marc ? Alors moi, oui. D'abord, c'est s'assurer que les bases soient saines. Avant de construire, on fait des fondations. Donc s'assurer que les fondations soient saines. Et après, on construit soit un système qualité, soit un système RSE, soit autre, la vision de l'entreprise. Mais d'abord, s'assurer que les bases soient saines. Dans notre société, on construit plein de choses et souvent, les bases ne sont pas saines et d'un coup, il y a des gros problèmes et les gens ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas parce que les bases ne sont pas saines, c'est tout. Pour moi, c'est vraiment essentiel. D'accord. Philippe ? Moi, le point de départ, très pragmatique, mais c'est formation. Commencer par former une personne, 2 personnes, un groupe de personnes, mais sensibiliser, former, voilà. Commencer à monter en compétences, parce que la RSE, c'est un travail qui nécessite des compétences qui ne sont pas plus compliquées que ça, mais qui nécessitent d'avoir compris un certain nombre de schémas, d'approches, et donc c'est vraiment le point de départ, en tout cas pour moi. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à vous manifester en levant la main. Je vois pas de main qui se lève. Si. Je vous emprunte votre micro, Fabrice. Merci. Merci d'abord de cette table ronde qui était très intéressante. J'aurais une petite question à vous poser en tant que représentant d'un fabricant de matériel de blanchisserie. Comment est-ce que vous voyez l'interaction entre la RSE et son développement et l'emploi et le développement de l'IA et de la robotisation dans les blanchisseries? Est-ce que c'est antagoniste? Est-ce que c'est complémentaire? Puisqu'en fait, on le voit, vous le voyez en tant que chef d'entreprise, les installations que nous vous livrons visent à diminuer la pénibilité du travail, donc à robotiser certaines tâches, mais donc a un impact sur l'employabilité, sur les opérateurs. Est-ce que vous voyez ça comme antagoniste ou complémentaire? Voilà, c'est une question que je me posais. Une excellente question, merci de l'avoir posée. Je vous rends votre micro. C'est une évolution du métier qui pour moi est bénéfique. En fait, les métiers vont évoluer. Où avant on avait des gens qui triaient aux salles, par exemple dans les blanchisseries avec les virus et autres, et là ça va être automatisé, donc du coup il va falloir des techniciens peut-être en robotique pour pouvoir suivre les équipements. Ça demande du coup des formations associées, de créer une filière adaptée et de pouvoir évoluer. Donc à nous les entrepreneurs d'accompagner cette évolution. C'est vrai que ça va très vite. J'avoue que ça va très très vite. Alors pourtant je suis un fan de ça, mais là ça va très très vite et il faut qu'on arrive à accompagner cela. Parce qu'autrement le risque pour nous c'est d'investir dans un équipement
et de ne pas pouvoir bien l'utiliser derrière parce qu'on n'aura pas les compétences en interne. Donc ça, c'est un gros travail, mais moi, je ne le vois pas du tout comme un frein à notre évolution du métier. Je le vois plutôt bénéfiquement, voilà. Pour des tâches très difficiles. Hein. Et c'est même obligatoire. Hein. Je pense qu'on a des postes qu'on n'arrive pas à pourvoir. Typiquement, le tri du linge. Est-ce que c'est le métier qu'on voudrait que nos enfants fassent demain ? J'en suis pas sûr. C'est un métier qui est dur, exposé. Donc le fait d'automatiser là-dessus, c'est un vrai bénéfice aussi pour la société. Après, je rejoins complètement. Il y a il va falloir gérer la transition. Il va falloir beaucoup former, beaucoup accompagner. De toute façon, peut-être qu'on aura un peu moins d'opérateurs de production, mais dans le même temps, on se dit que de toute façon, il va falloir qu'on forme probablement du niveau quasiment zéro un technicien de maintenance. Et ben, c'est peut-être typiquement un sujet sur lequel, ensemble, avec vous, nos fournisseurs clés, monter ces filières-là de façon à ce que demain, on puisse embaucher des personnes qui soient formées. Moi, je ne crois pas qu'on ait de risque sur l'emploi dans nos industries, alors qu'au contraire, on est plutôt en pénurie, hein, donc c'est pas du tout un risque, au contraire, c'est une solution obligatoire. La question, c'est à quelle vitesse on va pouvoir le déployer, mais on est très content de voir ces technologies arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Sûr ? Sans regret ? Très bien. Et bien dans ces cas-là, on arrive au terme de cette table ronde. Je pense que ce qui ressort de cette discussion, c'est que le référentiel RSE et la RSE, pour parler plus globalement, c'est pas seulement un outil où on peut se mettre en conformité, c'est bien un outil de pilotage, de valorisation, un outil de transformation. Qui va permettre à vos entreprises, aux entreprises du secteur de passer d'une démarche subie un petit peu à une démarche choisie, structurée, créatrice surtout de valeur pour tous. On vient d'évoquer un sujet, je trouve, extrêmement intéressant à ce propos, pour les entreprises, pour les clients, pour tout le monde, pour la société. Ce que je retiens évidemment et que je salue, hein, c'est la volonté des têtes de réseau, je vais les appeler comme ça, d'entamer une collaboration qui est pour moi pleine de bon sens, très clairement pour travailler ensemble sur les problématiques qui sont communes. Ça paraît d'une logique implacable. Et le salon était une belle opportunité en effet pour bénéficier de la visibilité qui vous est offerte pour faire cette annonce et je vous en remercie. Et puis merci également à l'agence Lucie pour ses explications qui ouvrent la voie à une amélioration peut-être des critères qu'on a pu évoquer puisque je vais être très vulgaire, je vais dire il y a peut-être des trous dans la raquette et il y a peut-être des améliorations à apporter sur soit le référentiel existant ou celui à créer peut-être à nouveau. Et puis merci à la Blanchisserie de Paris pour vos lumières sur les enjeux également que vous portez depuis la création de cette blanchisserie que je suis depuis ses débuts et je sais que Cyril a toujours été très très engagé en matière de RSE. C'est un modèle très inspirant. Merci Fabrice, merci Marc et merci à vous tous pour votre écoute bienveillante. Merci Sandra. Avec plaisir.